à Sorgues, au pôle Camille Claudel, à la sortie d'une conférence en hommage à Claude Nougaro avec Christian Laborde. Bonjour Christian Laborde. Bonjour. Merci d'accepter cette interview après cette conférence qui a priori a beaucoup plu au public qui ressortait très égayé et émerveillé de ces échanges. Que ressentez-vous vous lorsque vous venez vers le public dans des petites villes, présenter dans une conférence en intimité, pourrait-on dire, puisqu'il y avait à peu près 45 personnes. Quels sont les échanges que vous ressentez, vous, et entre le public ? D'abord, c'est toujours une joie parce que je suis un écrivain qui n'a pas perdu de vue la bouche. Une partie de la bouche se nomme le palais, et donc la noblesse est dans la bouche. Donc j'aime bien sortir du papier et venir dire les textes. Et les textes de Claude sont merveilleux à dire. On se rend compte qu'on retire la musique, les textes sont somptueux, d'une fluidité étonnante. Et donc les dire est un vrai plaisir. Et il y a sûrement un conteur en moi. Je suis un enfant du Sud-Ouest, donc le Sud-Ouest est quand même un pays de parole. On est un pays de tchatcheurs. Et donc j'aime bien, j'ai des mains dont je me sers, j'ai une luette très active. Et donc c'est un vrai plaisir de faire vivre les textes sur scène et de raconter des histoires. Car finalement, que veut-on? Qu'attend-on d'un film qui nous raconte une histoire? Qu'attend-on d'un roman qui nous raconte une histoire? Et donc dans l'univers de Nougaro, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, et donc c'est merveilleux que de les échanger de les faire vivre devant un public qui tout de suite s'en empare et participe. Dans cette salle ici, donc Jean Tortel, la salle d'un poète, donc venir parler d'un poète de la musique, ça me paraît très naturel, et pour moi c'est un vrai bonheur. Alors vous parlez de noblesse, vous parlez d'histoire, vous parlez d'accent du Sud-Ouest que vous reflétez par toutes ces paroles que vous venez de dire là maintenant. Est-ce que c'est aussi une histoire sur le patrimoine, pourrait-on dire peut-être éventuellement, de l'histoire de Claude Nougaro et de votre relation avec lui ? Oui, alors en fait, si vous voulez, tout à l'heure vous avez un instant employé le mot conférence, vous aurez remarqué que c'est une conférence performance, donc je ne suis pas assis à une table avec un verre d'eau posé devant moi en train de parler, donc c'est essentiellement oral, donc et vivant. Je parle sans notes, je dis les textes sans aucun support de papier, je les dis comme ça en fonction des réactions du public, et donc je crois effectivement que ça a à voir, bien entendu, avec l'univers de Claude, avec l'univers de l'oralité. Vous avez employé l'accent, j'aime bien ce terme, nous avons un accent, mais ce n'est pas, si vous voulez, un accent géographique. Avec Nougaro, vous l'aurez remarqué, toutes les syllabes comptent, le E muet aussi. Ce E dont l'instituteur nous a dit qu'il était muet n'est pas muet du tout. Et comme le disait Claude, je suis un poète qui fait parler les E muets. Et le merveilleux, donc, c'est que il a fabriqué un accent rythmique. En fait, son accent, ce n'est pas l'accent par exemple, d'un Francis Cabrel lorsqu'il parle, on sent l'accent du Sud-Ouest. Là, c'est un accent rythmique. C'est-à-dire que quand on écoute une phrase de Claude, on se rend compte que chaque mot compte, et au sein de chaque mot, chaque syllabe. Il n'en avale aucune, il les donne toutes. Il les goûte toutes. Je crois que cette rythmique de Claude, c'est une rythmique extrêmement sensuelle. Il aime physiquement les mots. Il les aime au point de les écouter. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure aux gens de Sorgues, quand on prend le mot jazz, lui, il s'intéresse au mot jazz, il entend un D, il entend un J, il entend un A, il entend un Z, et il s'appuie sur ce qu'il entend pour dire, avec un J de joie, dans un D de détresse, un A comme Amérique et l'Afrique au milieu, et deux Z pour que les cuivres glissent mieux, ouvrez les gaz, voici l'altesse, laissez passer sa majesté, le jazz. Donc voyez-vous, ça traduit une gourmandise, un rapport gourmand avec les mots. Car finalement, les mots, c'est ce dont on se débarrasse. On dit tapas en balle, passe-moi une clope. On ne pense pas au mot clope. Dans clope, Claude, il entend tout de suite clope, clopi, clopant, etc. Il entend des sons, quoi. Donc il ne les gaspille pas. Il sait qu'il y a du jus dedans. Et ce jus, il l'offre au public. Donc c'est un rapport de gourmandise. Je crois que la poésie est un métier de bouche, comme la gastronomie.
Je veux dire, on a ce rapport, je le redis, gourmand, à une époque où sans doute la littérature est devenue extrêmement cérébrale. Là, au contraire, c'est une littérature vivante parce que le corps est pris en charge. C'est le corps sur scène, bien entendu, parce que Claude bougeait avec son corps. Et comme il le disait souvent, il appelait les rotules les nougat-rotules. Donc il sentait bien que c'était avec ses jambes, avec ses articulations, ses tendons, qu'il faisait naître les mots. Donc c'est extrêmement physique. Ça appartient, ça vient c'est du sud-ouest de l'Afrique. Car ça trimballe quand même quelque chose qui renvoie au griot, qui renvoie au poète qui, par ses mots, va faire tomber la pluie. Il y a tout ce qui relève de l'incantation, du sacré, du païen, de la fête. Tout ça, c'est dans le texte de Claude. Et tout ça m'a profondément marqué en tant qu'écrivain. Je veux dire que j'écris avec l'oreille. Donc il faut que la phrase sonne. Et tant que l'oreille n'est pas contente, je sais que ma phrase n'est pas terminée. L'important, c'est le son. Or, aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre parler du sens. La quête de sens, faire sens, disent-ils. Oui, mais il faut du son. La caractéristique de la littérature, c'est le son. La littérature, elle est sonore. Le sens, c'est très bien dans la philosophie. Il y a du sens dans les romans, bien entendu. Mais ce sens est habillé, vêtu dans du son. Et Claude avait profondément ce souci-là. Et donc, dans mes interventions, quand je lui rends hommage, comme vous dites, évidemment, je ne saurais le faire d'une façon statique. Je ne peux le faire que d'une façon vivante et physique, quoi. D'ailleurs, je peux donner ce petit détail, vestimentaire. Claude était toujours chaussé de répéto, dans la vie comme sur scène. Et ils sont trois dans le monde artistique à avoir toujours été chaussés de répéto. Claude Nougaro, c'est-à-dire les répétos étant des chaussons de danseurs, on est bien d'accord, des zizi Jean-Mer, comme on les appelle, les répétos. Il y avait Serge Gainsbourg, qui ne dansait pas sur scène, mais qui dansait dans la vie. Quand Gainsbourg se déplaçait, c'était de la danse. Le second à être chaussé de répéto, c'est Claude. Le troisième, c'est Michael Jackson. Bon, voyez, donc c'est-à-dire des artistes dans lesquels la dimension de danse est importante, quoi. La dimension de la musique, la dimension des notes aussi, sans doute, c'est pour cela que, comme vous parliez de syllabes, que toutes les lettres avaient une importance, c'est aussi peut-être, et ça c'est une question que je vous pose, pour les habiller une à une avec une note musicale. Alors, elles portent chaque syllabe porte sa propre musique au départ. Et c'est ce que dit Maurice Vander, son pianiste, donc, qui composait pour Claude. Et évidemment, il lui donnait des textes qui étaient un régal pour des musiciens, quoi. C'est pas des textes pauvres, c'est des textes colorés, mouvementés, dynamiques. Et donc, c'est un régal pour un pianiste ou pour un batteur ou pour un accordéoniste, car ils avaient déjà dans les mots affaire à la musique, quoi. Donc et c'est pour ça, comme le disait Maurice Vander, Claude chantait dans la musique. Et donc il était imprégné de la musique. La musique n'était pas un élément que l'on venait saupoudrer, quoi. La musique était appelée par les mots eux-mêmes déjà. Et ça, c'est une fusion extraordinaire. Alors racontez-nous cette rencontre que vous avez eue avec Claude Nougaro. Comment ça s'est passé et quand ? Oh, ça s'est passé en 1980. Bon, moi, je l'écoutais depuis mon adolescence. J'étais foudroyé par ses textes. Qu'est-ce qui vous a foudroyé ? C'était cette écriture, cette dénotation qui avait, cette poésie. Oui, c'est ça. J'étais interne à Paris, dans un internat où je m'ennuyais. Et un copain, un jour, me dit, viens écouter ça, c'est pour toi. Je ne connaissais pas Claude. Il n'y a pas eu de radio à la maison dans mon enfance. Enfin, Et dans cette chambre-là, il y avait, je me rappelle, dans sa chambre, dans sa piole, un immense poste de marque Blockpunt. Et là, de ce Blockpunt sortait Toulouse. Et j'entends ça, et j'entends un mec qui ose faire rimer jazz avec gaz, qui fait rimer ventouse avec blues. Et donc, j'étais frappé par la modernité des rimes.
Parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, dans la chanson, on fait rimer fleurette avec amourette. Et voilà un type qui se met à chanter Toulouse, mais au lieu de se consacrer au bâtiment et de faire du folklore et de la visite guidée, nous envoie dans les entrailles des trottoirs de Toulouse, qui effectivement ont toujours été des trottoirs éventrés, et il se demande si dans cette fracture dans la pierre toulousaine, cette fracture ne libère pas le jazz, quoi. Donc ça montre, la chanson est riche, elle est poétiquement réussie, et en même temps elle nous montre que le lien entre Claude Nougaro et le jazz est un lien qui sort de la rue, quoi, qui monte du trottoir. Donc l'inspiration, elle est là, du côté du trottoir, de la marche. Et j'ai découvert à travers Claude, là, dans cette chanson, un poète piéton, car que se passe-t-il dans Toulouse? C'est un homme qui marche dans la rue et qui, au fil de sa marche, voit des souvenirs revenir et se mettre en route. Et vous le remarquerez, beaucoup de chansons d'ailleurs de Claude Nougaro sont construites comme ça, comme des itinéraires. C'est un homme qui marche. Et donc, c'est en marchant que le poète est visité par des images, par des souvenirs, par des moments de vie qu'il capte comme ça au sortir d'un club de jazz à 2 heures du matin. Il voit la pluie, tout le monde l'a oublié. Pour Claude, la plus belle des femmes, c'est la pluie. Et la rue est déserte et on oublie de l'écouter, la pluie. Combien de chanteurs écoutent la pluie? Lui, il a écouté, il a remarqué qu'elle faisait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois, je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Et donc, la beauté de la pluie, il l'a saisie. Ça, c'est une écriture de poète. Et il l'a saisie aujourd'hui, sur le trottoir d'aujourd'hui, au sortir d'un club de jazz, après avoir écouté des Charlie Mingus, après avoir écouté Eddie Louis. Donc, il y a un mélange dans une tradition poétique, la pluie, combien de poètes ont parlé de la pluie, mais j'en connais très peu qui aient parlé de son chant. La pluie, elle est souvent racontée, elle est souvent décrite pour évoquer peut-être une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Avec Claude, on découvre, mais la pluie, c'est joyeux. La pluie, elle a le swing. Voilà. Pourquoi faites-vous ces conférences, Christian Laborde? Est-ce que c'est aussi pour démontrer au public que Claude Nougaro est un grand poète? On a tendance à penser poète français dans la chanson française, Brassens, Brel, Ferré, et ça reste là. Est-ce que pour vous, le fait de faire ces conférences, c'est aussi dire non, Claude Nougaro faisait partie aussi de ces grands poètes, mais peut-être pas forcément reconnu comme tel? Oui, alors d'abord, la première raison, c'est l'envie de passer un moment avec lui. Car donc Claude est mort en 2004, donc en mars 2004, et il me tient compagnie pendant quelques années, pendant quelques mois, j'ai pas pu écouter ses disques à cause de son absence, bien sûr. Hein. Et puis là, je me rends compte que je peux très bien passer un moment avec lui en disant les textes. Et donc je vais au-devant de public qui se souviennent de lui et qui pendant 1h20 comme ça sont en sa compagnie. Donc le premier désir, c'est d'être en compagnie de Claude, donc de marcher dans ses pas, dans son sillage. Et d'ailleurs, quand je dis plume d'ange sur scène, j'ai la plume que Claude avait dans ses spectacles, puisqu'elle m'a été donnée par sa sœur. Donc il est là avec moi et il paraît qu'il serait mort en 2004. Moi, j'observe qu'il était vivant à Sorgues, quoi. Et donc partout où je vais, je sens sa présence, quoi. En même temps, vous avez raison, je crois que je fais remarquer à un public combien il est important. Et c'est vrai que on a tendance à parler toujours des mêmes, de Brel, de Brassens, de Ferré, et on oublie un peu Claude, ce qui d'ailleurs désolait Brel. Brel ne comprenait pas que Claude n'ait pas une plus grande aura, tant il sentait que c'est un artiste de notre temps, quoi. C'est quand même un artiste qui a fait entrer le cinéma dans la chanson. Et ça, celle qui s'en est rendu compte tout de suite, c'est Catherine Deneuve. Et dans le livre que j'ai consacré à Claude, j'ai d'ailleurs recueilli le témoignage de Catherine Deneuve. Quand j'avais une photo dans mes archives nougariennes assez fournies, j'avais une photo de Catherine Deneuve avec Claude à l'Olympia dans les coulisses. Je me suis dit, tiens, Deneuve a été écouter Claude, quoi. Et donc, je l'ai contactée pour savoir si elle voulait témoigner. Elle m'a fait dire qu'elle était d'accord. Il suffisait que je lui envoie les questions. Et un jour, elle m'a appelé. Elle était en tournage.
Et elle m'a dit, là j'ai un moment libre, je suis sur mon fauteuil de comédien, j'attends que le film reparte, et donc j'ai quelques minutes à vous consacrer, je suis prêt à répondre à vos questions. Et je lui demande pourquoi elle aimait Claude Nougaro. Et elle m'a dit, j'ai entendu Claude Nougaro pour la première fois en 1962, quand il chantait Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après. Elle m'a dit, cette chanson, d'abord j'ai été bouleversé par la voix. C'est ça, Nougaro, d'abord une voix, elle me dit, une voix rocailleuse et sensuelle, voyez-vous. Et puis ensuite, elle me dit, mais ce gars qui court dans les rues de Paris à la recherche d'une femme qui vient de le quitter, qui lui a dit que c'était fini et qu'elle ne voulait plus le voir, etc. Et il part derrière elle, sous la pluie d'ailleurs, pour la retrouver. Elle me dit, mais cet homme qui court dans les rues, c'est du cinéma, elle me dit. C'est du cinéma. Et donc j'ai été tout de suite bouleversé par un artiste qui faisait rentrer le cinéma dans la chanson. Et elle m'a dit ça, Catherine Deneuve, et si Claude avait été encore là, j'aurais été lui dire, tu sais ce que m'a dit Deneuve à ton sujet? Elle m'a dit que tu as fait rentrer le cinéma dans la chanson. Il m'aurait répondu, Deneuve a raison, j'ai toujours fait du cinémo. Alors revenons à votre rencontre avec Claude Nougaro. Comment l'avez-vous rencontré et quels ont été les liens que vous avez su créer rapidement pour avoir une relation aussi intime entre cet artiste et vous? Alors j'ai été le voir dans les coulisses d'un concert à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, donc au pied de la montagne, et il chantait dans une halle au grain, c'est-à-dire une vraie halle au grain. Le marché s'était déroulé là, toute la matinée, et l'après-midi, les employés municipaux enlevaient les derniers poireaux, installaient les chaises, et le soir, le concert commençait. Moi, j'étais là je voulais faire une interview de Claude pour ma revue, j'animais une revue de poésie qui s'appelait Aliénor, et je voulais avoir un entretien avec lui, des textes de lui. Et donc, au moment de l'entracte, je pousse la porte des coulisses, et je tombe, et là je la pousse, et elle se referme aussi sec, alors je la repousse, je la réouvre, et là je me retrouve devant un mec hyper costaud, qui avait un sac besace pendu à l'épaule, et du sac besace dépassait la tête d'un petit chien. Bref, j'étais devant Obélix et Idéfix, quoi. Et Obélix, il était assez impressionnant. Et je lui dis, je dois voir Nougaro. Il me dit, puisque vous devez. Et là, il me fait signe d'entrer. Et je vois dans la pièce, là, il y avait Jean-Pierre Brun, donc son impresario. Je vais vers lui et je lui dis, voilà, j'ai une revue de poésie, j'aimerais interviewer Claude, est-ce que vous pensez que c'est possible? Il me dit, moi, je ne peux pas répondre à cette question. La seule personne qui puisse répondre, c'est Claude lui-même, alors demandez-lui. Et il tend sa main pour me désigner Claude. Je n'avais même pas vu entrant à fond, vous voyez, tellement content de pouvoir passer, je n'avais même pas vu qu'il y avait, quoi, qui était là, je veux dire. Et donc j'ai fait toc-toc à l'épaule de Claude, et il s'est retourné, il m'a dit bonsoir, et j'ai dit voilà, j'anime une revue. Ah, il m'a dit une revue de poésie, il m'a dit je viens de chanter à Carcassonne, il m'a dit j'étais chez René Nelly au pays des troubadours, et j'étais émerveillé dans cette ville de me souvenir de Joe Bousquet, etc. Et on commence à parler de Joe Bousquet, on commence à parler des troubadours, on commence à parler d'Audiberti, et on se rend compte qu'on est sur la même planète, quoi. Et là, il me dit, il n'y a pas de souci, à la fin du concert, vous revenez ici, et vous nous suivrez, parce qu'on va dîner quelque part, là, et à la fin du dîner, on fera l'entretien sans problème, quoi. Et alors, je reprends ma place au concert, la seconde partie se déroule, et à peine il a terminé avec les rappels, je me retrouve dans les coulisses. Là, je me dis, bon, il a dû oublier, et puis il descendait juste de scène, là, et il dit à Jean-Pierre, son impresario, il y a un jeune homme qui va venir, là, pour un entretien. Ah, mais tiens, il est là. Alors, écoute, donc il ne m'avait pas oublié. Et donc je l'ai suivi, et là on a fait l'entretien après le dîner. Il m'a donné son adresse à Paris, à l'époque il était 28 avenue Junot. Et donc à partir de ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Et quand j'étais à Paris pour mes projets d'écrivain, je descendais chez Claude. Et donc, et c'est là que, si vous voulez, que le lien s'est fait, parce que d'une part, il sentait que je goûtais ses paroles, je goûtais ses mots, et je goûtais tout ce qu'il y avait dans ces mots, quoi. Et donc il y avait c'est pour ça qu'il m'appelait son petit frère, quoi, parce que je sentais ça, vraiment, je sentais sa poésie, et donc il y a eu un lien, si vous voulez. J'ai commencé à écrire sur lui, et ça a été un autre élément après notre rencontre, après la revue. J'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle L'homme aux semelles de swing. Et pour vous dire, le lien, c'est que
Évidemment, je n'allais pas raconter sa vie, parce que sa vie, il la raconte sur scène de très bien. Donc, j'ai donc choisi une manière à la Boris Vian, quoi. Et je me rappelle que le premier chapitre racontait sa naissance à la clinique Duke Ellington, et sa maman est accouchée par le professeur Boris Vian, qui l'a installé sur un piano accoucheur. Et Boris Vian joue Uterus in the Collimatus, Out of Maman Boogie Blues, et donc ainsi naît le petit enfant du swing, et il a un anneau d'or autour du nez, des oreilles noires, bref, le petit taureau, et donc tout était construit comme ça, avec des clins d'œil à son tour de chant, et une fois par mois, je lui ai envoyé un chapitre. Il a eu cette formule merveilleuse, il m'a dit, ce qui me plaît dans tes lettres, c'est que tu m'écris pour me donner de mes nouvelles. Et donc il découvrait les aventures que je lui ai inventées, et ce livre a scellé notre amitié, quoi. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à écrire d'autres livres, c'est-à-dire des romans, des ouvrages de fiction, il était là pour lire les manuscrits. Et donc il y a eu un échange, si vous voulez, entre ses mots et les miens, quoi. Donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement... un lien entre deux poètes. Voilà, c'était l'amitié entre deux poètes, quoi. Une osmose. Une osmose, oui. Et puis, il sentait bien que je me nourrissais aussi de ces sons. Et il était... parce que vous comprenez, il était habité par le doute, quoi. Et donc, il m'envoyait les nouveaux textes. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses, etc. Il doutait beaucoup de lui, Claude. Et je disais, là, mais t'as mis dans le mille. Là. Et c'était vraiment des relations artistiques très fortes et humaines, parce que c'était quelqu'un de généreux, Claude, quoi. Et donc, moi, les soirées avec Nougaro, c'est absolument prodigieux. Et il avait... Ça, je peux vous le dire, on ne l'a jamais dit, ça. Il avait une conversation extraordinaire. Quand il parlait de cinéma, ou quand il parlait de Jacques Audiberti, ou quand il parlait de Cocteau, c'était merveilleux. C'est un poète qui avait une bibliothèque. Moi, chez Claude, je lisais Léon Bloy, je lisais Nabokov. Sa bibliothèque était riche d'auteurs, Céline, et il aimait les écrivains qui avaient une vraie langue. Et il aimait Céline parce que Céline avait pris le l'argot pour en faire une langue littéraire, une langue qui n'appartenait qu'à lui. Et donc ça, il était sensible à ça. Il s'intéressait à la peinture. Et également, vous voyez, dans ses conversations, il ne parlait jamais de l'actualité. Le monde tel qu'il ne va pas, il s'y intéressait pas. Je me souviens d'un jour, on était dans la cuisine à l'avenue Junot, donc on déjeunait ensemble devant la télé. C'était 13h, le journal d'info, et là, évidemment, que voit-on arriver? Des images de guerre, je ne sais plus quel pays est en guerre, des morts sur la route, enfin, des mitraillettes, ce qu'on voit toujours, quoi. Et Claude me dit, tu vois, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks. Et donc il était persuadé, il savait que l'homme était doué pour faire le mal. Il me dit, regarde, maintenant, on parle des étoiles, on commence à les visiter de près, et on parle de quoi? De la guerre des étoiles. Donc, voilà. C'est-à-dire, où qu'on aille, on amène la guerre. Donc, il m'a dit, l'homme est doué pour faire le mal, la seule façon de s'en sortir, c'est la beauté. Donc, faisons de la beauté. Beauté chantée, beauté peinte, beauté écrite, peu importe. Chacun choisit sa palette, son espace, mais l'important, c'est la beauté. C'est l'homme, lorsqu'il chante, lorsqu'il crée, c'est là qu'il est le meilleur. Donc, soyons du côté du meilleur, soyons du côté du divin, parce qu'il le disait toujours, soyons divins. Quand on crée, on a quelque chose de divin en nous. Voilà. Comment avez-vous grandi, Christian Laborde, de cette rencontre? Et j'ai grandi parce que c'est une rencontre qui a la beauté d'un ami et d'une bibliothèque. Et donc j'ai grandi avec lui, en marchant avec lui. Claude Nougaro n'avait pas le permis de conduire. Donc quand on était dans une ville, on marchait. Et c'était au cours de ces promenades qu'il me parlait. Et il me parlait de son enfance, il me parlait de ses parents, il me parlait de Toulouse. Et donc, je connais son itinéraire sur le bout des doigts. Et ce qui était merveilleux, c'est que je savais ce qu'il y avait derrière les chansons, quoi. Et je savais ce qu'il y avait de douleur. Or, quand on est sur scène, quand on voit Claude sur scène, on voit une énergie. Il avait cette pudeur de nous donner de l'énergie. Mais il avait fallu traverser bien des souffrances pour écrire Toulouse, pour écrire Paris-Mai, pour écrire les textes que l'on sait. Et donc, moi, j'en tirais une leçon formidable, quoi, de se dire que c'est dans l'énergie, dans la joie. Il faut que la joie débarque, disait-il, quoi, parce qu'il était lui-même en proie à bien des angoisses, des tourments. Claude était quelqu'un qui pouvait passer
10 jours enfermé dans sa chambre sans voir personne, dans le noir. Il avait des périodes comme ça, dès que la scène se retirait, dès qu'il quittait le spectacle, se retrouvait chez lui, il était en proie à des doutes. Il m'avait dit un jour qu'il était pareil à ces paysages marins, vous voyez, quand la mer se retire, il me dit, quand la mer se retire, c'est comme quand la Seine se retire pour moi. Et donc sur le sable, tu vois les cailloux, les tessons de bouteilles, tu vois toutes les blessures. Eh bien, je suis blessé comme ça. Mais dès que la Seine revient, là, je quitte tout ça pour offrir de la force. Et à vrai dire, il n'était bien que sur scène. Il était heureux sur scène. Dans la vie, il était traversé par beaucoup de tourments, beaucoup de souffrances, quoi. Et la scène l'a sauvé, quoi. Quels sont vos projets, Christian Laborde? Écoutez, moi j'ai des projets littéraires, et bien sûr, puisque j'ai publié, je continue d'écrire des livres, hein, donc moi je suis dans ma maison de Pau, dans ma loggia, où je publie des romans, et là, prochainement, je vais sortir un recueil de nouvelles. J'ai découvert la nouvelle assez récemment. J'ai publié il y a 2-3 ans chez Robert Laffont un recueil de nouvelles, et j'ai pris un plaisir extraordinaire à ces textes brefs. Ça s'appelle, vous savez qu'en anglais on appelle des nouvelles short story. Et donc j'avais fait une série de nouvelles. Dans chacune d'elles, il y avait une héroïne. Et cette héroïne portait un short qu'elle pouvait perdre assez rapidement dans les nouvelles. Et donc j'ai donc fait ça s'appelle Diane et autres stories en short. Des short stories, des stories en short. Et là, le goût, le plaisir de la nouvelle, c'est-à-dire, j'en ai écrit d'autres, donc je vais les sortir au mois de l'année prochaine, donc au mois de janvier. Hein. Ce sont donc des textes brefs, et ce qui me plaît dans la nouvelle, c'est la chute, quoi. Faire des nouvelles rondes, avec une belle clôture. Et c'est un territoire fort intéressant, quoi, que je ne connaissais pas, puisque pour l'instant j'ai publié de la poésie et du roman. Là, vraiment, la nouvelle est un genre qui m'attire. Donc je viens de terminer des nouvelles, et puis je travaille aussi à un roman pour plus loin, quoi. Donc je suis toujours au pays des mots, quoi. Est-ce que la rencontre avec Claude Nougaro vous inspire et vous influence dans vos écritures? Oui, absolument. Comme je vous le disais, j'ai une écriture, on le dit, hein, il y a une écriture très sensuelle. Avec d'ailleurs souvent des visites du côté de l'érotisme, un érotisme toujours solaire d'ailleurs. Simplement, beaucoup de lecteurs m'ont fait remarquer que quand ils lisent un de mes romans ou une de mes nouvelles, ils se surprennent à les relire à voix haute, parce qu'ils entendent une voix. Donc je pense que la présence de l'oralité dans ma littérature, quoi, je pense que c'est lié aussi à l'influence de Claude Nougaro, quoi. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs je vais faire souvent des lectures de mes textes, quoi, parce qu'on entend la voix. Donc ça, je pense que ça a pu m'être donné sans doute, comme je vous le disais au départ, par ce pays ici du sud-ouest qui regorge de sons et qui regorge de paroles. Mais je crois aussi que ça m'a été donné par l'écriture de Claude qui m'a fait comprendre, qui m'a fait bien sentir combien les mots avaient un corps, combien ils étaient physiques, et il fallait jouer avec eux, les faire sonner. Ce souci du son, comme je le disais dès le départ, c'est capital. C'est capital. Il faut que la langue française, on peut la faire swinguer. Certains ont prétendu qu'elle ne swingait pas. Ils n'ont qu'à écouter Claude Nougaro pour savoir comment la langue française peut swinguer dès l'instant qu'on a un rapport presque amoureux avec elle. Merci beaucoup pour ces partages, Christian Laborde. Merci beaucoup infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis ravi que ma parole puisse circuler dans le Vaucluse. Voilà. Et dans les 4 coins du monde, parce que c'est www.leprojecteur.com, donc c'est Internet. Alors qu'on aille m'écouter en Afrique, je serais ravi. Merci beaucoup. Merci. Merci.